Un concierge millionnaire suspend son souffle en entendant la réceptionniste. Il tient la serpillière d'une main, la pose du geste figé, comme si la musique du hall s'était coupée en plein air. Le bruit des talons s'arrête. Le crépitement du café qui tombe dans la tasse s'arrête. Même l'ascenseur semble retenir sa respiration, coincé entre le 5e et le 4e étage. Alex, propriétaire discret et exigeant d'un hôtel qui avait autrefois fait la fierté de la ville, se découvre immobile, caché derrière un pilier de marbre, tandis qu'une voix de femme traverse l'espace et le frappe droit au cœur. Nous ne sommes pas des distributeurs automatiques d'excuses, Gérald. Nous sommes des gens. On se tient debout pour nos clients comme pour nos collègues. Il y a dans cette phrase quelque chose de simple et de tranchant. Pas de colère gratuite, juste une rectitude calme qui défie l'autorité sans la briser. Mélissa Page ne pointe pas du doigt. Elle plante un regard et tient la dignité comme une bannière. Alex la voit pour la première fois dans la lumière crue du hall, cheveux relevés, sourire qui n'est jamais trop long pour être faux et une manière de parler qui fait que même les clients les plus pressés ralentissent pour l'écouter. Il retint son souffle. Le hall avait connu des jours meilleurs. Les lustres en cristal avaient perdu un peu d'éclat, la moquette avait subi l'assaut des saisons et des valises, et les critiques en ligne s'étaient mises à chuchoter que l'Adelphi, 5 étoiles autrefois irréprochable, devenait un souvenir plus qu'une promesse. Les réservations fuyaient, les conférences d'affaires se déplaçaient, et les employés tenus par un amour professionnel tenaient le fort tant bien que mal. Gérald, le directeur, connaissant plus d'apparitions que de solutions, gouverné par procédures et peurs. Les plaintes revenaient comme des marées. Alexander, ou Alex pour ceux qui le voyaient côte à côte avec le service, n'était pas le type à se montrer. Sa silhouette était plus souvent représentée par des chèques et des décisions prises dans des bureaux vitrés. Mais un soir où les étoiles semblaient refuser de se pencher sur son nom, il prit une fermeture éclair, une vieille veste de concierge ramenée d'un dépôt d'uniforme et le plaisir discret de se fondre dans l'ordinaire. Il voulait observer. Il appelait cela « sentir l'hôtel », toucher la texture des réclamations qu'un rapport ne pouvait décrire. Il avait un carnet, un stylo minuscule et la certitude qu'on ne dévoile pas la santé d'un lieu en lisant ses bilans. Ce matin-là, il balaya le hall avec un mouvement mécanique, saluant de la tête plus d'une fois, faisant semblant d'être invisible. On l'appelait Monsieur Alex par habitude, Alex le concierge par affabilité. Personne n'aurait deviné qu'il était le propriétaire, pas encore. Il s'était choisi un nom neutre, une étiquette brodée qu'il manquait de temps à autre de regarder. L'uniforme lui donnait des épaules larges et un pas plus mesuré. Il aimait la manière dont le sol répondait sous les semelles, la manière dont les clients baissaient les yeux vers le plancher avant d'affronter la véracité administrative du check-in. Mélissa était nouvelle. Elle avait pris le poste de réceptionniste 3 semaines plus tôt, recommandée par une collègue de confiance et, à la lettre, par sa capacité à faire rire des gens sous la pluie. Elle n'était pas du genre à s'embarrasser de discours creux. On lui donnait les dossiers les plus compliqués parce que Gérald pensait, à tort, qu'elle apprendrait par l'échec. Elle transformait chaque écueil en une petite victoire. Un couple âgé, les Johnson, avait vu leur réservation perdue dans un malheureux gloubi-boulga de système. Mélissa les avait pris par la main, acheté un plateau de petit déjeuner de sa propre poche et troqué discrètement une suite junior pour eux en promettant qu'on retrouverait le surplus plus tard. Elle comptait sur sa conscience et sur le fait que la vraie honnêteté finit presque toujours par trouver un chemin. Alex avait observé cette scène de loin, un plateau de nettoyage calé sous le bras. Il avait vu la main de Mélissa frôler celle de la vieille femme, la douceur de son sourire, le petit mot strictement professionnel qu'elle écrivit sur un ticket. Compliment gratuit pour la gentillesse. Le couple était reparti avec des fleurs dans les yeux. Alex sentit une chaleur sourde. Ce n'était pas la chaleur du profit. C'était la chaleur d'une chose précieuse, presque oubliée, le service fait par amour du détail. Il retint son souffle à nouveau, pas seulement pour la phrase qui suivit, mais pour le sens entier de l'acte. Ce geste ne coûtait presque rien, mais allait tout changer. C'était une pensée qu'il garda pour lui. Le personnel, depuis des semaines, se donnait comme on donne des petits riens. Un café rendu, une valise portée au dernier étage, un mot rassurant pour le client qui perd patience. Gérald, lui, voyait des chiffres. Pour lui, la réputation était un tableau Excel. Pour Mélissa, la réputation était une conversation. Alex, qui avait vécu des années à l'écran, trouva que la conversation était exactement ce qui manquait. Le premier vrai incident arriva un mardi, quand Howard Sterling posa son sac dans le hall.
Howard n'était pas un client comme les autres. Avocat réputé, orateur pointu, il sollicitait pour son cabinet un événement dans l'auditorium de l'hôtel, une convention qui promettait des centaines de milliers d'euros de revenus. Il avait la voix d'un homme qui ne loue pas simplement des espaces, il loue la certitude d'être écouté. Il parlait et le monde se rangeait. Il exigea de voir le directeur. Il exigea d'avoir la suite la plus exclusive pour un intervenant vedette et que rien ne soit laissé à l'improvisation. Gérald, en manuel du parfait directeur obéissant à l'économie du confort, se tint droit. Il observa Mélissa, qui lui répondit sans peur. Howard se planta devant la réception comme s'il était venu pour distribuer des verdicts. Sa plante initiale était sèche, un cafard de service, un détail minuscule qui, pour lui, suffisait à dégrader l'image. Un client avait été servi un plat tiède durant un dîner de la semaine précédente et Howard, qui ne se satisfait pas des demi-mesures, demandait réparation sous forme de suspension, geste fort et exemplaire. La logique était simple, culpabilité administrative égale couverture de réputation. Gérald acquiesça, comme si on lui donnait la clé d'une armoire à jugement. « Suspension immédiate, le temps de l'enquête », déclara Gérald sans hésiter. Sa voix avait une telle assurance mécanique qu'il ne sembla pas nécessaire de vérifier plus loin. Les employés, habitués à cette roue qui ne fait jamais de pause, regardèrent Mélissa. Elle devint aussi vive qu'un éclair. Elle n'était pas surprise par la mesure, elle était surprise par le manque de volonté de défendre un membre de l'équipe. Mélissa chercha ses mots, mais elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle dit, avec clarté, « Vous prenez une décision qui affecte une vie pour protéger l'image d'un avocat, comme si nous étions interchangeables, comme si notre humanité n'entrait pas en ligne de compte. » Le hall retint son souffle. Alex pencha la tête. Chaque syllabe était une pierre posée dans la chaussée du bon sens. Il retint son souffle, encore une fois, et plus longtemps, parce que dans cette phrase, le cœur de l'hôtel battait avec force. Respect du personnel avant tout. Il se souvenait des longues nuits où les rapports de satisfaction atterrissaient sur son bureau comme des lames. Il se souvenait de chiffres qui devenaient personnes. Il savait en cet instant que Mélissa avait eu raison. Il savait aussi que ce n'était pas un pari facile contre un avocat de la stature de Howard Sterling. La suspension fut rédigée en papier glacé et scellée par la signature de Gérald. Elle parlait d'une mesure conservatoire, d'un mandat de mise à l'écart durant l'audition des faits. Juridiquement, cela pouvait tenir. Et pourtant, la manière dont elle fut présentée, comme si l'hôtel était olympien et que chaque employé n'était qu'un pion sacrifiable, laissait un goût amer dans la bouche de ceux qui voyaient dans le travail un lieu de dignité. Mélissa savait que la suspension ne couvait pas seulement l'accusation du plat tiède. Elle sentait le poids d'un système qui parfois le paraître à l'humain. Alex descendit sa serpillière, fit comme si la goutte collée au manche lui demandait une attention immédiate, et s'approcha sans se dévoiler. Sa posture était celle d'un concierge appliqué, ses yeux, eux, n'étaient pas ceux d'un simple employé. Il avait entendu, dans les pauses, des bribes de conversation. Howard avait levé la voix, il avait menacé de retirer sa convention si la réaction ne correspondait pas à ses standards. Gérald, qui tenait d'abord à l'ordre et au revenu, avait préféré plier. Mélissa, elle, tenait à un principe. Alex se retrouvait pris entre deux vérités, celle du pouvoir qui s'exerce pour préserver l'hôtel et celle de la justice petite qui tient à voir une femme défendue. Il retint son souffle parce qu'il savait que chaque décision prise dans ce hall serait comme une trace d'empreinte sur la mémoire de l'établissement. Il retint son souffle parce qu'il aimait ce hall et qu'il avait peur d'y voir mourir ce qu'il chérissait. Plus tard dans la journée, après la suspension, le hall fut ponctué d'un bruit de cuisine et de chuchotements. Les employés se réunirent à l'arrière, dans la petite salle réservée aux pauses. Jep, le chef, large, toujours prête à offrir un sandwich aux infortunés. Hélène, la gouvernante, qui connaissait le nom de chaque oreiller. Linda Page, la mère de Mélissa, qui travaillait à mi-temps au service d'étage. Et d'autres, reliés entre eux par l'appréhension et l'envie de se serrer les coudes. Mélissa, glacée et fière, s'assit contre un mur, un vêtement trop simple pour lutter contre le souffle de l'humiliation. Elle ne pleura pas. Elle examinait plutôt la feuille de suspension. Elle la plia, la rangea dans son sac, comme on range une preuve inutile. « Ils ne peuvent pas nous faire taire comme ça, » dit Jep avec son accent chaleureux, tentant de jouer la figure de l'optimiste. « Ce n'est pas le silence qu'ils veulent, » dit Mélissa doucement. « Ils veulent que nous acceptions la peur, mais nous ne sommes pas faits pour accepter la peur. »
Le chef posa sa main sur son épaule. Certaines mains en connaissaient l'histoire, des cuillères et des casseroles. D'autres, comme celle de Mélissa, connaissaient la géographie des humeurs humaines. Linda regarda sa fille, puis avisa Alex, qui se tenait un peu en retrait, la tête encore couverte d'un chapeau de concierge. « Monsieur Alex, dit Linda, comme pour défier le masque, vous nous regardez, vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas ?» Il répondit avec la prudence d'un homme éduqué à garder ses cartes. « Je vois, et je n'aime pas ce que je vois. » C'était peu, mais cela suffisait pour qu'un mur, invisible jusque-là, s'ébranle légèrement. Les employés se sentirent moins seuls. La confiance se tissa en un fil plus solide. Mais personne ne prétendait que l'affaire serait simple. Le nom d'Howard Sterling faisait trembler les pages d'un cahier plus vite que n'importe quelle promesse d'embauche. Alex n'était pas homme à se contenter d'un froncement de sourcils. Il prit son portable, fit un pas hors de la salle de pause et chercha le numéro de Thomas Green, son avocat de confiance. Thomas avait la patience méticuleuse d'un horloger et la certitude que les mots, placés correctement, ouvrent les portes. Leur conversation fut courte, une succession de mots précis et froids, comme les coups de boutoir d'un moulage juridique. « Il faut un registre des faits, » dit Thomas. Relevé, vidéo, témoignage. Une suspension administrative tient si elle est proportionnelle et motivée. Si Gérald a agi par peur, ça se démontre. Si Howard a exercé une pression indue, ça se démontre. Alex répondit sans perdre sa voix, bien que l'urgence tirât sur ses cordes vocales. Je veux une enquête interne, et je veux que ce soit fait correctement. Je veux que Mélissa revienne au travail si l'enquête ne prouve rien. D'accord, la réponse de Thomas fut calme. Je vais préparer un courrier pour exiger la levée de la suspension si les preuves manquent. Mais il faudra des éléments solides. Alex raccrocha, mais le poids de la décision ne se dissipa pas. Il avait dans la poche un stylo brodé de son nom et, dans le cœur, l'ancienne colère d'un homme qui avait vu ses investissements se perdre par la faute de l'indifférence. La colère ne le poussait pas à faire un triomphe public. Elle le poussait vers la discrétion d'un stratège. Il se promit de rassembler les éléments nécessaires. La première chose qu'il choisit de faire fut d'écouter de plus près. Si l'on voulait comprendre l'événement, il fallait connaître la chaîne d'ordre, les conversations qui se produisaient hors caméra, les courriels que l'on envoie et que l'on efface. Il alla au bureau sécurité, demanda, comme un concierge curieux, à voir les enregistrements des dernières semaines. Le jeune responsable, surpris qu'un concierge se préoccupe de petites boîtes d'enregistrement, accepta en riant doucement. Alex sursauta presque en entendant la voix du responsable rire. C'était le son d'un homme qui ne voyait pas les grandes mains qui pouvaient bouger les pièces du plateau. Il y eut des images. Une cliente qui se plaignait, un serveur nerveux, des couverts qui claquaient. La bande montrait l'ancienneté des problèmes, de petites fautes cumulées qui avaient produit la scène du plat tiède. Mais il montrait aussi la présence de Mélissa, ses mains calmes, son langage posé, sa précision avec les clients. Il y avait un petit moment, invisible au texte d'un rapport, où elle suspendait la conversation pour prendre une note et demandait au serveur si tout allait bien. Dans la bande, on voyait aussi Howard, en costume, agissant avec la même vélocité d'un faucon, cherchant à instrumentaliser un incident. Il y eut un instant où Howard fit un signe à Gérald, à peine perceptible. Il était possible que la pression ait été délibérément faite. Alex sentit la colère réapparaître, mais retenue, comme on tient une flamme dans une boîte d'étain. Il écrivit quelques notes, fit des copies, colla des post-it sur la marge des vidéos. Il devait agir, mais il devait agir avec méthode. Faire pleuvoir des accusations sans fondement aurait déchiré plus qu'un costume. Cela aurait égratigné la dignité de tous. La journée s'étira en une succession de petits gestes. Alex prit des témoignages, parla à Yep de la manière dont la cuisine fonctionnait, demanda à Hélène la rotation des chambres, trouva un email où Gérald répondait à Howard avec une obéissance quasi servile. Il nota chaque détail. Il commença à comprendre que l'hôtel n'était pas seulement un ensemble de chambres et de factures, c'était littéralement un ensemble de vies connectées par des services et des espoirs. Et puis il y eut ce moment, le cœur même du titre, où il retint son souffle plus fort que jamais. Il était de nouveau caché derrière un pilier, comme si ce pilier pouvait l'abriter du bruit des décisions humaines. Mélissa entrait dans le hall, habillée comme si elle allait chercher son sac. Elle avait l'air déterminée, pas pour un affrontement, mais pour demander une explication.
Les clients la regardèrent, certains chuchotèrent, d'autres ne comprirent pas. Gérald, sûr de son geste, avait organisé une petite mise en scène administrative. Un document officiel promulgué et affiché, un signal que la machine avait parlé. Howard, quant à lui, s'éclipsa presque, comme s'il avait souhaité que la poussière retombe avant de revenir célébrer la victoire. Mais Mélissa s'approcha du comptoir et, dans un murmure que tout le hall capta comme un frisson, prononça la phrase qui arrêta Alex comme si une main glacée l'avait serré au cou. « Je ne veux pas être remué pour protéger une réputation. Je veux que la vérité soit protégée. » Ce n'était pas une plainte, ce n'était pas un cri, c'était la formule d'une vérité qui revendiquait sa place. Alex sentit tout son être s'aligner avec cette phrase. Il retint son souffle. Le monde sembla s'éloigner et se concentrer sur l'image d'elle, petite silhouette droite, tenant le poids d'une dignité que beaucoup auraient considérée comme superflue. Il savait, alors, qu'il ne pouvait plus observer passivement. Observer était devenu complice. Il se promit de se mettre en mouvement sans faire de vagues inutiles, avec la précision d'un chirurgien. Il laissa sa serpillière, remonta son badge de concierge et se dirigea vers l'arrière-cour, là où l'on garde les boîtes, les feuilles de présence et parfois les vérités oubliées. Il prit son carnet et écrivit 3 mots. Témoignage, vidéo, clause. Il savait que Thomas lui demanderait exactement ces 3 choses, et il avait raison. Avant de décrocher son téléphone une nouvelle fois, il jeta un dernier coup d'œil vers Mélissa, assise au banc, tenant son sac. Elle regardait la porte, pas avec espérance, mais avec la lucidité de celle qui sait que la justice demande parfois qu'on tienne. Alex resta un instant figé, commença à sourire malgré tout. Il retint son souffle une dernière fois, comme pour ne pas briser l'équilibre fragile de cette journée, puis il appuya sur le numéro. « Thomas, préparez-vous, nous n'allons pas laisser une suspension définir une vie. » Et nous n'allons pas permettre qu'une réputation écrase une personne. La voix de Thomas fut lente, mesurée. « Je suis là. Dis-moi ce que tu as. » Alex posa son regard sur la réception, là où Mélissa était entourée de visages fatigués et résignés, et sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas la promesse d'un triomphe immédiat, c'était la promesse d'une bataille menée proprement. Il reposa son téléphone, prit une respiration, puis franchit la porte qui menait aux coulisses. Derrière, le hall poursuivit sa vie. Un bagage roulait, un client riait d'une plaisanterie maladroite, et l'horloge continuait de mesurer le passage des heures. Mais un courant nouveau circulait, une résolution née d'un souffle retenu. Dites-nous de quelle ville vous suivez cette histoire. Il entra dans la salle du personnel en faisant le moins de bruit possible, et trouva Mélissa seule, les yeux sur son téléphone, l'air concentré. Elle leva la tête quand il entra, sans surprise, mais avec une distance polie, propre à ceux qui n'annoncent pas leurs blessures à n'importe qui. Alex prit place au bout de la table, posa ses 2 mains sur le bois, et, dans un murmure qui n'appartenait plus au concierge, mais peut-être à l'homme derrière la veste, dit « Je crois que vous méritez qu'on explique davantage. Dites-moi ce qui s'est passé, Mélissa. » Elle l'observa, scruta le visage parti d'une simple curiosité professionnelle, puis dit calmement, avec une clarté qui ne laissait rien au hasard, « Ça a commencé par un plat tiède, mais ce n'est pas le plat qui compte, c'est la manière dont on choisit de protéger ceux qui peuvent vous réparer quand tout menace de tomber. » Alex hocha la tête, il nota les mots, il nota la dignité, il nota la manière dont elle n'arrêtait pas d'appeler les choses par leur nom. Il demanda doucement, « Qui a vu? Qui peut témoigner ?» Elle énuméra calmement, comme si elle dictait une liste de courses. Le serveur de la soirée, une apprentie en salle, un stagiaire en cuisine qui avait préféré ne pas parler pour peur de perdre son stage, et une cliente qui avait envoyé un message à propos du plat. Elle avança aussi. Howard est venu ici comme si on avait signé un arrêt de mort. Il a levé la voix. Gérald m'a pas résisté, c'est tout. Puis, plus bas, et il a demandé quelque chose d'autre, qu'on fasse un exemple. La chaleur monta au visage d'Alex, mais il la garda pour lui. Il avait besoin de preuves, pas de colère. Il posa des questions précises, demandant date, heure, nom, petites choses que l'on oublie quand on s'emporte. Mélissa les lui donna sans jugement, comme si l'évidence était toujours ce qu'elle lui servait en premier. Elle n'avait pas besoin d'un sauveur. Peut-être avait-elle seulement besoin d'un homme qui n'entraverait pas sa volonté de maintenir la dignité du travail. Ils passèrent 1 heure à recenser, à mettre par écrit, à établir un petit plan. Alex prit des notes, traça un début de stratégie. Compiler témoignages,
sécuriser vidéo, envoyer une demande officielle pour lever la suspension si rien de grave ne se prouvait. Mais il sut, au fond de lui, que la situation ne se réglerait pas seulement par des papiers. Il savait aussi que la décision de Gérald n'était pas seulement administrative, elle était symptomatique d'un système qui avait besoin d'être réfléchi. Alors qu'il quittait la salle, Melissa se leva et lui tendit une petite feuille sur laquelle elle avait griffonné une adresse e-mail et un numéro de téléphone. « Si vous voulez parler à la cliente des Johnson, dit-elle, elle nous a laissé ce contact. » Alex accepta la feuille, la rangea dans sa poche. Il prit une profonde inspiration et pour la première fois depuis des semaines, sentit la certitude qu'un lieu peut être défendu avec les mêmes armes que l'on emploie pour l'amour-propre, la patience, le courage, l'ordre. Il retira son chapeau, lissa la veste et prit le chemin vers le système de vidéo. Il avait la sensation que quelque chose allait commencer à basculer, sans bruit d'abord, puis avec la force d'une marée. Au moment où il traversa le hall, il vit la réception vide, la chaise du directeur occupée par un dossier ouvert montrant le logo du cabinet Sterling & Partners. La vie continuait autour des acteurs, indifférente. Mais au fond, pour ceux qui regardaient de près, une petite lumière commençait à brûler. Alex retint son souffle encore une fois, non plus par surprise, mais par décision. Il avait décidé d'agir. Et pour agir proprement, il fallait savoir. Il avait appris ce jour-là que la vérité n'est jamais très loin d'une bonne écoute et d'un peu de courage administratif. Il se dirigea vers la salle de surveillance, prêt à repasser la pellicule du hall, prêt à voir les gestes, à trouver les preuves. La porte s'ouvrit sur une pièce à demi obscure, où les moniteurs étaient alignés tels des fenêtres sur des vies qui se pensent privées. Alex s'assit, appuya sur la télécommande et observa. L'image se déroula. Il sourit, presque imperceptiblement, lorsqu'il vit une séquence. Melissa réconfortant la vieille dame Johnson, un geste de main, un petit billet glissé. Il nota l'angle, l'heure. Et dans la lecture attentive, il trouva aussi le moment effleuré d'un geste de Howard qui semblait appeler Gérald de l'autre côté du hall. Il y avait la trace. Il approcha son téléphone. Avant même d'appeler Thomas, il écrivit un court message. « J'ai ce qu'il nous faut. On commence à monter le dossier. » Puis il rangea son portable, éteignit les moniteurs et, à l'instinct, regarda encore une fois vers la porte d'entrée. Là, une cliente laissa tomber un sac et un groom le ramassa. Le monde continuait, mais désormais animé d'une promesse silencieuse, celle d'un combat mené pour que la dignité ne soit pas une variable d'ajustement. Il retira finalement l'uniforme comme on quitte un costume de scène. Il le plia soigneusement, le posa sur une chaise, comme on remet une identité à sa place. Il n'était pas encore prêt à se dévoiler. Il avait compris que certaines batailles exigent d'abord des preuves, puis une ouverture mesurée. Il avait compris surtout que la phrase de Melissa « Je ne veux pas être remué pour protéger une réputation, je veux que la vérité soit protégée » resterait comme un talisman. Il se promit d'agir avec la même netteté. Les administratifs étaient en place, le dossier se mettait en place et la journée touchait à sa fin. Une brise légère traversa le hall, jouant dans un rideau, et le soleil couchant projetait sur le marbre une lueur dorée. Alex prit une dernière inspiration, remplie de décision et d'une douceur nouvelle pour cet endroit qu'il aimait, puis se rendit à son bureau pour préparer les documents nécessaires. La première partie de son plan s'achevait. Recueil des preuves, constitution d'un dossier juridique de base et prise de contact. On n'était pas encore à la révélation ni au règlement public. Mais quelque chose, de l'autre côté de la courbe, commençait à se dessiner. Une promesse de justice, une volonté de réparation et peut-être, si le destin le permettait, une transformation plus large de l'hôtel. Alors qu'il posait la dernière feuille sur le tas d'épreuves, il sentit une main qui se glissait sur l'épaule de quelqu'un. La présence de Jep avec son sourire d'encouragement, comme dirait un chef avant l'entrée au feu de la cuisine. Alex leva les yeux. Il fit un signe presque imperceptible. Ils étaient désormais deux. Et la vérité, enfin, avait un allié vigilant. La porte de la salle de surveillance se referma derrière lui comme une promesse silencieuse. Alex se redressa, sentit le poids des dossiers dans sa main et passa à l'étape suivante, celle qui transforme la volonté en acte. Thomas Green arriva moins d'une heure plus tard, sans fanfare, avec l'air calibré d'un homme qui sait transformer des mots en barrières inenfranchissables.
Ils consultèrent les séquences, relirent les courriels, classèrent les témoignages. Tout prit la forme d'un dossier net, précis, une machine juridique dont chaque engrenage avait été acheté par la patience. « Nous n'avons pas besoin d'écraser qui que ce soit, dit Thomas, en posant une tasse de café sur la table. Nous avons besoin de restaurer la vérité. Et pour cela, il faudra des faits irréfutables. » Les faits étaient là. Une main qui faisait signe dans un coin de l'image. Un courriel dans lequel Gérald remerciait Howard pour la compréhension apportée. La mention, dans le contrat de la Convention, d'une clause exigeant le respect des procédures de sécurité et de bonne conduite. Clause que Thomas savait exploitable si l'on démontrait que l'organisateur cherchait à faire pression sur le personnel. Il notait tout. Ils dressèrent un échéancier pour agir, demander la levée immédiate de la suspension, menacer de rendre publics les éléments s'il n'y avait pas rétablissement et préparer l'option de résiliation du contrat de la Convention si Howard persistait. Alex quitta la salle du personnel avec le dossier serré contre son torse comme un talisman. Il n'avait pas encore dévoilé qui il était. Il n'en avait pas besoin pour l'instant. La discrétion restait son atout. Mais la décision était prise. Il ne laisserait pas Gérald utiliser des ressources humaines comme on use d'un tampon pour couvrir une tâche. Le lendemain matin, la salle de réunion joua le rôle d'un tribunal sans ordonnance. Gérald, surpris mais non décontenancé, entra avec la posture d'un homme qui croit que la fonction suffit à tout justifier. Il y avait pour lui une arrogance douce, presque rassurante pour ceux qui préfèrent l'ordre aux nuances. Mais la table était maintenant couverte d'éléments que sa certitude ne pouvait plus dissoudre. Thomas exposa les faits en à un, sans colère, mais avec une netteté qui rappelait que la loi est une langue de précision. Gérald protesta, puis tenta de minimiser, puis, effrité par l'accumulation des éléments, reconnut qu'il avait laissé la pression extérieure guider une décision administrative. Il nia l'existence d'un ordre explicite, mais admis la peur d'un directeur seul face à une menace financière. Il ne s'agissait pas d'un crime, mais d'une faute managériale. Il avait sacrifié l'équité pour le confort apparent de l'hôtel. « Nous allons proposer quelques mesures, dit Thomas. Premièrement, une levée immédiate de la suspension si l'enquête ne démontre pas de faute disciplinaire. Deuxièmement, une procédure de redressement pour le poste de direction. Et troisièmement, si la collaboration de Gérald n'est pas totale dans la mise en place des réformes, nous envisagerons un licenciement motivé par manquement aux obligations managériales. » Gérald, qui aimait les mots « procédure » et « protocole », pâlit à la perspective d'être lui-même soumis à une procédure. Il savait aussi, d'instinct, que l'image d'un hôtel digne de son hôtel ne s'accommodait pas d'un directeur que le personnel ne respectait plus. Il accepta, à contre-cœur, de coopérer à l'enquête. Ce qui semblait, au départ, être une petite victoire de procédure, se transforma vite en une fracture. Les employés regardèrent Gérald comme on regarde un vice-roi dont le sceptre se fissure. Pendant ce temps, Thomas envoya une lettre formelle au cabinet de Howard Sterling, signifiant le contenu du dossier et exigeant la levée de la suspension sous menace de divulgation publique des éléments démontrant un comportement d'intimidation. Howard, qui s'était nourri d'une réputation construite sur l'image de la fermeté, calcula l'équation. Payer pour une image? Peut-être. S'exposer? Non. Son visage, lorsqu'il prit connaissance des éléments, prit l'expression d'un homme habitué à tenir le couteau. Il le rengaina. La première victoire fut discrète mais déterminante. La suspension fut levée et Mélissa retourna au comptoir avec la même franchise et la même douceur qui l'avait rendue visible. La façon dont l'équipe l'accueillit, mains sur les épaules, sourire retenu, regard brillant, parla d'une solidarité retrouvée. Mélissa replia sa feuille, la glissa dans son sac et se remit au travail comme si la place lui avait été rendue par le seul poids du mérite. Alex, qui les observait depuis la salle de surveillance, sentit une émotion différente cette fois. Non plus l'élan de l'indignation, mais la gratitude d'un homme qui voit un équilibre se remettre en place. Il retira encore son uniforme, mais pas pour redevenir invisible. Cette fois, il réfléchissait à la suite, la réforme. La réforme prit la forme d'un dialogue. Alex convia tout le personnel, non pour une leçon venue de la direction, mais pour écouter. Il institua des comités mixtes où des réceptionnistes comme Mélissa siégeraient avec la direction, où Jep piloterait une commission cuisine-service et où Hélène ferait remonter les détails du quotidien.
Les propositions pluvaient. Réparation des systèmes de chauffage, révision des bonus, formation de la direction à l'écoute et surtout l'adoption d'une charte interne de protection des employés face à toute pression externe. Alex accepta chaque suggestion avec une ferveur étonnamment humble. Il signa des chèques pour des remises à neuf, engagea une société pour rénover la plomberie et remit en chantier le programme de bien-être du personnel. La transformation ne fut pas instantanée. On ne repeint pas une réputation d'un seul coup. Mais il y eut des victoires visibles. La moquette fut remplacée par un tapis plus chaud, les couleurs du hall rendirent la lumière moins froide et l'on installa une machine à café qui rendit les matins plus doux. Les uniformes retrouvèrent une coupe élégante, adaptée au confort et non au prestige ostentatoire. On offrit des primes de reconnaissance pour les employés qui allaient au-delà de leur rôle. On organisa des formations au relationnel. Et surtout, on instaura un comité de défense des droits du personnel présidé par Mélissa. Pour elle, la proposition de promotion ne fut pas un fait anecdotique, mais une étape réfléchie. Alex vint un soir, après le service, dans la petite salle des employés. Il la trouva en train d'écrire des listes de tâches, son menton appuyé sur la main. Il s'assit sans faire de bruit et sortit un dossier. Il proposa le poste de directrice des opérations, pas seulement pour la flatter, mais parce que son travail, rigoureux et sensible, méritait d'être institutionnalisé. Le poste venait avec responsabilité, salaire et surtout un pouvoir décisionnel réel. Droit de veto sur toute suspension administrative, co-signature sur le budget du personnel, siège au conseil. Mélissa prit ce dossier avec la gravité d'une femme qui sait que le pouvoir est un outil, pas un ornement. Elle posa des conditions, qu'un comité d'éthique soit créé, qu'un programme de formation continue soit financé et qu'aucune décision disciplinaire ne soit prise sans consultation formelle. Alex accepta, sans hésiter. Ce n'était pas un geste philanthropique, c'était une réorganisation structurée par la justice. Leur relation professionnelle prit une nouvelle assise, solide et respectueuse. Leur complicité croissante prit des formes plus intimes, sans jamais franchir la barrière du protocole. Ils se surprirent à prolonger des discussions jusqu'à la fermeture du hall, partageant un café tiède dans la cuisine du personnel, échangeant des souvenirs d'enfance, parlant de mères et de recettes. Alex apprit à écouter autrement. Mélissa découvrit qu'il existait chez cet homme, derrière la réserve, une tendresse rare. L'attraction naquit d'un terrain commun, le souci de l'autre. Le critique Benjamin Fletcher entra dans l'histoire à un moment où la prudence de l'hôtel était mise à l'épreuve. Fletcher était une voix capable de déplacer des réservations. Sa plume faisait trembler les directions. Il arriva sans prévenir, exigea d'être excellemment servi et s'apprêtait, dans l'esprit de beaucoup, à écrire un énième pamphlet. La veille de sa visite, on eut un contretemps, une panne dans la suite présidentielle. L'équipe, paniquée, ne voyait que deux options, déplacer Fletcher dans une autre suite, s'excuser platement ou offrir la chambre personnelle d'Alex. Offrir sa suite personnelle n'était pas anodin. C'était, pour Alex, renoncer à une commodité de vie et montrer par l'exemple que le service va jusqu'à la rue. Il proposa de loger Fletcher dans la suite présidentielle, tandis qu'il prendrait un modeste appartement temporaire. Ce geste fut perçu par l'équipe comme le signal d'une transformation véritable. Le propriétaire n'était plus un mythique collectionneur d'actifs, il était un habitant du lieu, prêt à s'en préoccuper au point de s'éloigner de son confort. Fletcher arriva, observa, nota. Mais ce n'était pas seulement une suite au ton soyeux qui le conquit. Ce fut l'accueil. Il vit Jep se présenter avec un plat créé pour l'occasion, entendit Mélissa expliquer l'histoire de l'hôtel et la manière dont l'équipe avait résisté, et remarqua la précision d'un service qui avait retrouvé son âme. Il y eut un petit instant où une cliente pleura de joie en recevant des ballons, un souvenir d'enfance. Et Fletcher vit comment cet hôtel pouvait métamorphoser un séjour en expérience humaine. Ce soir-là, il écrivit un premier article mesuré. Louange pour les attentions, mention de progrès. Le lendemain, il publia un second texte, plus généreux, reconnaissant la trajectoire. La note en ligne commença à grimper. L'onde produite par la réhabilitation institutionnelle irrigua la ville. Les réservations reprirent petit à petit. Les conférences revinrent, parfois sous forme réduite d'abord, puis plus vaste. La convention de Harvard fut reprogrammée avec des clauses fermes sur le respect du personnel, signées et acceptées. Harvard, qui menaçait autrefois, signa cette nouvelle entente avec un sourire aussi calculé que sa colère précédente. L'argent était rentré, certes, mais l'hôtel récupéra autre chose, la confiance de ceux qui travaillent. Gérald, quant à lui, reçut une sanction proportionnée.
La procédure interne avait révélé un manque grave de jugement. La direction proposa un licenciement motivé par manquement aux obligations de protection du personnel. L'acte fut rédigé avec soin. Motifs exposés, preuves jointes, indemnités convenues selon la législation en vigueur. Gérald quitta l'hôtel avec un sentiment d'injustice personnelle, mais sans humiliation publique. Il y eut dans son départ une leçon. La direction exige désormais compétence et empathie, non pas autoritarisme de pacotille. La transformation se poursuivit sur le plan matériel. Réfection des salles, installation d'un nouveau système de ventilation pour éviter les plats tièdes, horaires améliorés pour le personnel et création d'un fonds d'entraide pour les employés en difficulté. On organisa une journée d'ouverture où la ville fut invitée à redécouvrir l'Adelphi. Les anciens habitués revinrent, curieux, et ceux qui avaient été évincés jadis par des expériences médiocres trouvèrent une qualité retrouvée. Au milieu de ces changements, la relation entre Alex et Melissa prit une allure plus douce et plus tendre. Ils se découvrirent l'un à l'autre par gestes. Un matin, après un service difficile, Melissa trouva une note glissée sur le plateau du café. « Merci d'avoir tenu bon. Ah !» Ce genre de message, discret et sans emphase, devint leur langage. Ils échangèrent des petits riens qui, pour d'autres, auraient paru insignifiants, mais pour eux bâtissaient un château invisible. Des sessions de planification partagées, des cours de cuisine improvisés dans l'arrière-cuisine, des promenades de nuit dans la ville quand la fatigue du jour se dissolvait. Le premier vrai rendez-vous eut lieu hors de l'hôtel. Alex invita Melissa à dîner dans un petit restaurant italien qu'il aimait. C'était un lieu simple, aux lumières tamisées, où l'on sert la pasta comme on chante une chanson. Ils parlèrent de leurs rêves. Melissa évoqua l'idée d'ouvrir un café un jour. Alex parla d'une fondation pour la formation hôtelière. Il y eut des silences pleins, des rires, une pudeur. Et à la fin de la soirée, alors qu'ils sortaient sous la pluie, Alex posa une main hésitante sur la sienne. Ce geste fut accueilli par un regard qui disait oui sans prononcer le mot. Leur premier baiser fut bref, respectueux, parfait, parce qu'il était attendu. Leur histoire d'amour se développa sur la temporalité d'un travail retrouvé. Pas de précipitation, mais une évidence. Ils apprirent à gérer la frontière entre vie publique et intimité. Melissa, toujours professionnelle, ne laissa pas ses sentiments flouer son rôle. Alex, prudent, accepta d'être jugé sur ses actes bien plus que sur ses déclarations. Leur complicité devint un exemple silencieux pour le personnel, un couple qui place la dignité et l'équité au cœur de la relation. Les mois passèrent, l'hôtel se renforça. Les petites victoires firent place à des habitudes durables. On gardait une photo dans le bureau du personnel. Un homme en uniforme de concierge plissé, posé sur une chaise, comme une esquisse de l'époque où Alex avait choisi de se fondre dans le décor pour mieux le comprendre. Cette photo devint un symbole, la preuve que la direction avait su redevenir humble. L'idée du mariage naquit d'un montage d'affection et d'une volonté de célébrer la communauté. Alex, qui n'aimait pas les grands gestes inutiles, laissa la préparation à ceux qui avaient suivi la bataille, Jep, Hélène, Linda et tout le personnel. Ils préparèrent ensemble une surprise, un mariage au cœur même du hall, décoré non pas comme un théâtre de prestige, mais comme la maison d'une famille recomposée. Melissa ne se doutait de rien. Le jour venu, le hall avait retrouvé son éclat. Les nouveaux luminaires captèrent la lueur des fleurs, et chaque employé portait un badge où était inscrit le mot « famille ». Avant la cérémonie, Alex s'approcha de Melissa, qui se tenait à l'entrée, vêtue d'une robe simple et élégante, sans fioritures. Il lui prit les mains, regarda ses yeux et exprima avec une sincérité qui n'avait rien d'oratoire la gratitude et l'admiration qu'il entretenait pour elle. Il lui parla de justice, d'honneur du travail et de projets partagés. Puis, à genoux sur le marbre, il posa une question qui n'était pas seulement romantique, mais aussi programmée. « Veux-tu continuer à bâtir tout cela, à mes côtés, dans la vie comme dans le travail ?» Le oui de Melissa fut un moment de soulagement pour tous. Les larmes qui montèrent étaient celles d'un équipage qui avait traversé la tempête. Le baiser qui suivit fut un pacte silencieux. Il n'était pas l'aboutissement d'un conte, mais la première étape d'un projet durable. La cérémonie fut simple, chargée de gestes humbles. Jep prononça un petit discours évoquant la façon dont un plat peut réparer une journée.
Hélène parla de la dignité retrouvée, Linda pleura d'émotion. Les anciens clients, conviés par message, assistèrent à cette célébration de la persévérance. On échangea des vœux qui parlaient de partenariat, de partage des responsabilités, de respect du personnel. Il n'y eut pas de musique grandiloquente, mais des applaudissements vrais lorsque le couple se présenta pour la première fois comme mari et femme. Après la réception, la ville sembla respirer un peu mieux. Le nom de l'Adelphi était désormais lié à une histoire de redressement humain. Les réservations augmentèrent encore, mais ce qui intéressa le plus Alex et Melissa fut autre chose. Le nombre d'employés qui, après ces mois, disaient aimer leur travail. Certains parlèrent de continuer à se former, d'autres envisagèrent d'ouvrir leurs propres entreprises avec l'appui d'un fonds de microcrédit que le couple aida à créer au sein de la structure. Quant à Howard Sterling, il fut relégué à un souvenir instructif. La clause du contrat qu'il avait cru pouvoir instrumentaliser se retourna contre lui. Le cabinet continua d'exister, mais la convention qu'il avait voulu à tout prix fut désormais encadrée par le respect du personnel. Les menaces juridiques perdirent de leur aura sur ce lieu où l'on avait appris à rendre face à la dignité humaine. Il y eut d'autres défis, naturellement. La gestion d'un hôtel reste un théâtre de contingence. Une grève d'un fournisseur, une nouvelle réglementation, un avis météorologique qui contraint un événement à se déplacer. Mais la manière dont l'équipe faisait face, avec des réunions ouvertes, la parole donnée à tous et une direction qui assumait les erreurs, transforma chaque crise en opportunité d'apprentissage. Les photographies du hall, de la nouvelle équipe et surtout de la photo de l'uniforme plié furent affichées dans un couloir que l'on baptisa mur des gardiens. On y laissa aussi, symboliquement, la petite serpillière qui avait servi de déguisement à Alex le jour où il avait décidé de ne plus être seulement un propriétaire lettré sur un écran. L'objet devint un talisman, rappelant que la grandeur d'un lieu se mesure à la qualité de ceux qui le servent. Benjamin Fletcher vint, un an après, pour écrire un grand article dans lequel il décernait non pas un histogramme de chiffres, mais racontait une histoire humaine. Il parla de la manière dont un homme avait choisi d'observer en balayant et comment l'humanité d'une réceptionniste avait provoqué la réforme d'un établissement. Le texte fut lu par des milliers de personnes. Les réservations grimpèrent encore, mais la fierté de l'équipe resta la véritable monnaie. La dernière image de cette histoire se joua un après-midi d'été. Le soleil passait à travers les vitraux comme un message doré. Au mur du bureau de direction, à côté du logo modernisé de l'hôtel, trônait un cadre doré. Dans le cadre, une photographie. Alex, en uniforme de concierge, poussiéreux et souriant, la manche relevée. À côté, la même photo, prise un an plus tard. Lui, dans son costume, la main posée sur l'épaule de Melissa, la réception en arrière-plan rajeuni. Les deux images côte à côte racontaient que l'on pouvait commencer humblement et finir ensemble, que la vraie richesse d'un lieu repose sur la capacité à écouter et à réparer. Ils avaient bâti plus qu'un hôtel. Ils avaient refait vivre une promesse, qu'un établissement se mérite par ceux qui le servent. Melissa occupait un bureau, mais elle restait au comptoir le matin. Alex continuait à signer des chèques, mais il prenait aussi le temps d'écouter. Leur amour n'était pas un privilège conquis, c'était la suite logique d'un travail mené avec respect. La ville, qui autrefois murmurait des doutes, célébrait maintenant une success story à visage humain. Les clients revenaient, non pour l'éclat des lustres, mais pour les détails qui faisaient la différence. Un mot écrit à la main, un petit déjeuner offert, une oreille attentive. Et dans la petite salle du personnel, la serpillière reposait toujours, cadre discret d'un commencement qui avait changé tant de choses. La dernière scène montre le couple, main dans la main, traversant le hall transformé. Ils s'arrêtent devant le pilier de marbre où Alex s'était caché la première fois. Melissa sourit, s'appuie contre la pierre et regarde Alex avec une familiarité qui n'a rien d'usé. Il la regarde revenir à lui et, comme en souvenir, il retient encore une fois son souffle. Mais cette fois, non par surprise, mais par gratitude. Le souffle qu'il retient est celui d'un homme qui sait que la dignité, défendue, peut tout changer. Notez cette histoire de 0 à 10 et abonnez-vous pour d'autres récits.